Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Dans l'actualité de ce mercredi 7 septembre, les mauvais chiffres de la sécurité routière en Touraine. La préfecture d'Indre-et-Loire s'alarme d'une croissance des conduites à risque. Le nombre d'accidents n'a pas forcément augmenté, mais ils sont plus graves. La Ligue contre la violence routière se mobilise également. De nouvelles manifestations contre les suppressions de classes dans les écoles, notamment des manifestations à Tours et à Blois aujourd'hui, alors que les inspecteurs d'académie ont procédé aux derniers ajustements concernant la carte scolaire. Une cigogne blessée recueillie par des chasseurs d'Indre-et-Loire. Elle était en migration, elle est d'origine allemande. L'oiseau se serait cogné en volant. Par chance, son pronostic vital n'est pas engagé. Et puis notre invité ce soir, Arnaud Montebourg, candidat aux primaires du Parti Socialiste. Rendez-vous à la fin de ce journal. Depuis le début de l'année, la tendance en matière de sécurité routière s'est inversée. Après une baisse quasi continue depuis 2003, les chiffres du nombre de morts repartent à la hausse et les pratiques à risque sont en augmentation. La préfecture d'Indre-et-Loire tire la sonnette d'alarme. Gaël Poulain. Si les accidents de la route ont marqué les esprits ces derniers mois, c'est avant tout de par leur gravité. En effet, si le nombre d'accidents est en baisse dans le département entre le premier semestre 2011 et le premier semestre 2010, la mortalité est en hausse. Entre le 1er janvier et le 31 août 2011, 34 personnes ont trouvé la mort sur les routes d'Indre-et-Loire. Des chiffres qui, selon la préfecture, traduisent un relâchement du comportement des automobilistes. On peut tous être coupables de petits excès de vitesse, ce qui est déjà grave, mais ce qui est inadmissible, évidemment, ce sont des grandes infractions qui, elles, sont des infractions qui peuvent conduire à un accident mortel. Je pense à l'alcoolémie au volant, aux stupéfiants au volant et aux très grands excès de vitesse. Et malheureusement, sur ces trois points-là, partout dans le département, les chiffres sont à la hausse. Et c'est surtout sur l'agglomération Tourangelle que les chiffres sont inquiétants. Plus 27% de contrôles positifs à l'alcoolémie ou à la consommation de stupéfiants entre août 2010 et juillet 2011. De même pour les excès de vitesse qui grimpent de 12% sur l'agglomération alors qu'ils baissent sur les routes départementales. Des chiffres qui ne surprennent pas la Ligue contre la violence routière. C'est une analyse qu'on avait faite dès la fin 2010. Quand il y a eu cet appel d'air, si on peut dire, concernant la récupération des points, nous savions pertinemment que ça engendrerait des comportements à risque, ce qui n'a pas manqué. Pour inverser la tendance, la Ligue prévoit de renforcer ses missions de prévention avec notamment l'organisation d'un colloque. De son côté, la préfecture et les collectivités réfléchissent à réévaluer les limitations de vitesse sur certains secteurs. Dès le 1er octobre, la 10 sera limitée à 80 km/h pour les poids lourds sur sa portion urbaine et la départementale 952, point noir du département, fera l'objet de discussions afin d'étendre les tronçons limités à 70 km/h. En bref, l'acteur André Dussolier s'est fait retirer son permis de conduire en Indre-et-Loire. C'était ce week-end. Il a été pris par les gendarmes au volant d'une grosse berline allemande à 176 km/h au lieu de 130. Il roulait sur l'autoroute A10. Son fils a dû prendre le volant à sa place. Nouvelle journée de mobilisation des enseignants et des parents d'élèves aujourd'hui, alors que les inspecteurs d'académie procédaient aux derniers ajustements de la carte scolaire. Une faible mobilisation. À Tours, ce matin, une petite cinquantaine de personnes s'est rassemblée devant l'inspection académique, représentée notamment l'école de Linières de Touraine, qui accueille une vingtaine d'élèves en plus cette année, mais qui perd une classe. On écoute la directrice de l'école et la première adjointe au maire de Linières. Elles sont au micro de Lou Cricorian. On est dans un petit village qui grandit, il y a un lotissement de 40 maisons, donc forcément dans les maisons il y a des enfants et les enfants viennent à l'école, donc on était à 162 l'année dernière, on est à 185 cette année, donc 25 élèves de plus, ça fait une classe, on voudrait bien qu'elle s'ouvre. Nous sommes prêts et nous avons déjà commencé à attribuer des nouveaux locaux, à agrandir nos cantines, à fournir du personnel pour accueillir les enfants. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas d'enseignants et ça, ce n'est pas de notre compétence. Évidemment, il y a des soucis d'économie comme on en entend parler aujourd'hui, mais il faut faire les économies au bon endroit et ce n'est pas aux enfants de payer la note. Je vous le disais, l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire a procédé aux derniers ajustements de la carte scolaire. En plus des 14 classes dont l'ouverture a été décidée à la rentrée, Guy Charlot en a annoncé cette nouvelle. On l'écoute, il est au micro de Romain Delville. Donc c'est l'école de Cheillet, une école primaire, et l'école maternelle de Mont-Domain. Voilà, ça c'est les deux classes. Ensuite, j'ai supprimé 4 blocages. Les 4 blocages, c'est l'école Mario d'Aloche. Ensuite, c'est l'école des Guets à Veigné.
Et ensuite, c'est l'école Cérel et Valère. Voilà les 4 écoles pour lesquelles j'ai levé les blocages. Et bien sûr, je viens de confirmer une ouverture qui était une ouverture conditionnelle, c'est l'école maternelle de Saint-Martin-le-Beau, l'école d'Olto. Et à Blois, une manifestation a rassemblé 150 personnes devant la préfecture du Loir-et-Cher, toujours pour protester contre les suppressions de classes. En bref, à Blois toujours, les conducteurs des bus Tube continuent leur grève reconductible avec des débrayages pendant 1 à 2 heures le matin. L'entrevue avec la direction hier matin n'a pas réussi à faire avancer les négociations sur les conditions de travail. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la grève à Blois des conducteurs de bus. 25 millions d'euros à destination des producteurs de fruits et légumes. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, présentait son plan de sortie de crise pour la filière largement touchée cet été. Un plan en 5 points avec des mesures conjoncturelles d'allègement de charges et des mesures structurelles visant à aider les producteurs à redresser leur entreprise ou à cesser leur activité pour ceux qui sont les plus touchés. Alors dans la région, ils sont très peu à être concernés par ces mesures. L'explication elle est simple, la plupart des producteurs locaux privilégient le circuit court et ne font pas appel aux grossistes. Ce sont en effet ceux qui ont recours à ces circuits de grande distribution qui ont été particulièrement impactés cet été. Julien Gauthier. Pendant que le ministre de l'Agriculture annonçait son plan d'aide de 25 millions d'euros pour les producteurs de fruits et légumes, Jean-Michel, lui, cueillait sereinement ses tomates pour préparer sa distribution de jeudi. Ces légumes, il les vend par cagette à des consommateurs regroupés en association, loin des grossistes et de la grande distribution. Eux fonctionnent avec des gros volumes, avec des grosses quantités, donc autant ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ce qui n'est a priori pas le cas dans l'exploitation telle que moi je l'amène. Ils peuvent également avoir de grosses pertes. Moi je ne peux pas avoir d'excellentes surprises, mais je n'aurai pas non plus de grosses mauvaises surprises, puisque les consommateurs a priori sont solidaires lorsqu'il y a quelques problèmes. Les autres, les grossistes ou les semi-grossistes, eux sont plus à la merci d'éléments extérieurs qu'ils ne maîtrisent pas. Cet ancien employé de banque s'est reconverti en 2009 et attend sa certification bio pour 2012. Chaque semaine, il vend 80 paniers légumes à 2 associations situées à Montoire et Vendôme et fournit à l'occasion des légumes pour l'école du village. De quoi écouler l'ensemble de sa production sur une échelle locale. Ceux qui sont là depuis le départ restent. Il y a des gens qui viennent pour voir, qui restent pas forcément très longtemps. Globalement, c'est en progression constante et modérée. Des 25 millions d'euros d'aide débloqués, Jean-Michel ne touchera pas un centime, car lui n'a eu aucune difficulté à vendre ses concombres. Sa situation n'est pour autant pas encore suffisamment pérenne. Il lui faudrait encore pouvoir produire et vendre une vingtaine de paniers supplémentaires par semaine. Une nouvelle liaison entre Tours et Bordeaux. Elle ne concurrencera certainement pas la SNCF, mais pourrait intéresser ceux qui souhaitent voyager pas cher. Eurolines, société de transport par car, vient de se lancer sur ce marché. Prix du ticket, 19 €. Le gouvernement vient d'autoriser l'entreprise à commercialiser des trajets intérieurs. Au total, ce sont 11 connexions qui ont été ouvertes entre des grandes villes françaises. Et puis on vient de l'apprendre, le maire UMP de la Membrole sur Choisy vient de se retirer de la campagne pour les sénatoriales en Indre-et-Loire. Il ne reste donc plus que 7 candidats dans le département. On s'arrête sur un phénomène maintenant qui pourrait paraître anecdotique et pourtant la municipalité de Tours est confrontée à des vols à répétition dans ses jardins animaliers. Nous vous avions parlé de tortues volées au jardin botanique cet été. Ce n'était pas une première. D'autres animaux sont régulièrement dérobés pour parfois les retrouver morts dans des poubelles. Aurélie Renaud. La mini-ferme du parc botanique, c'est le quartier général des jeunes enfants et des poussettes. Sur place, un cochon vietnamien, des chèvres et quelques moutons. Plus loin, d'autres espèces plus exotiques, comme les porcs-épics ou encore les walibi, qu'on se contente d'observer à travers le grillage. Pourtant, chaque année, des curieux mal intentionnés font de ces animaux leur proie. Récemment, 11 tortues ont été subtilisées et l'année dernière, c'est un bébé lama qui avait été volé. Non sevré, l'animal a certainement dû mourir quelques semaines plus tard. Il y a quelques années, mais ça remonte déjà, il y a eu donc 2 kangourous qui ont été volés dans la nuit et dont on a retrouvé un qui était mort dans une poubelle à la gare. Par exemple, au parc de Balzac sur le Cher, nous avons souvent des farceurs qui découpent les clôtures. Et donc après, il faut récupérer les animaux, il faut refaire les clôtures et voilà.
Au Botanique, on se souvient également de la disparition de plusieurs petites chèvres et d'oiseaux. Vol d'animaux, de plantes, actes de vandalisme. Chaque année, les parcs et jardins dénombrent une trentaine de sinistres. Des dégradations difficiles à prévenir car ces lieux publics ne sont pas surveillés. Seuls les soigneurs et les jardiniers peuvent rappeler le règlement aux visiteurs. Puisqu'il faut quand même dire que l'ensemble de ces dégradations, ça représente 45 000 € par an quand on compte le remplacement du matériel ou des végétaux et la main-d'œuvre pour le faire. Donc c'est 45 000 € qui ne vont pas finalement à l'amélioration des espaces, mais à leur réparation. Aujourd'hui, le service des parcs et jardins travaille en collaboration avec les services de police. Plusieurs projets sont à l'étude, comme la mise en place de caméras de vidéosurveillance. Il n'y a pas que l'école qui fait sa rentrée actuellement, les activités sportives reprennent également. C'est le cas du hockey sur glace. Au club des Remparts de Tours aujourd'hui, les petits hockeyeurs ont suivi leur premier cours. Romain Delville. Pour tous, le coup de patin n'est pas encore très assuré. C'est la rentrée au club de hockey pour les moins de 7 ans et les moins de 9 ans. Le petit nouveau sur la glace est Benjamin de la séance d'entraînement, c'est Martin, 3 ans et demi. Trop pressé d'apprendre à patiner, oups, il laisse ses agents, en fait ses parents, répondre aux interviews. On a regardé les sports possibles avant 4 ans, effectivement le judo. Martin souhaitait également le basket, et le basket c'est pas possible avant 7 ans, donc on s'est tourné vers le hockey. Donc tomber, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe, Louis? On se relève, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est Normand Roy, les enfants l'appellent Nono, qui dirige la séance, épaulé par des joueurs de l'équipe première des Remparts de Tours. Car entre 3 et 8 ans, glisser reste un jeu avant de devenir un sport. Les exercices, d'abord on fait faire des petits jeux et petit à petit on fait du vrai hockey. C'est patiner. Ouais. Et les matchs. Faire des compètes, faire du jeu collectif avec mes camarades. C'est bien, Martin. Et s'amuser. Le patin, c'est donc plus un jeu que des exercices, surtout quand il s'agit de jouer au loup glacé. Et pour les tout petits, faire du hockey sur glace, c'est un jeu d'enfant. Plus on est jeune, plus on a cette faculté de dire bon bah je me lance sur la glace, je tombe par terre, c'est pas grave. Plus on vieillit, plus on a d'appréhension. À chaque entraînement, le cours va se terminer par un cri de ralliement. Cette fois, c'est hip 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 hurrah, ou plutôt... Une information insolite pour terminer ce journal. Une cigogne a été recueillie par les chasseurs d'Indre-et-Loire. Elle était mal en point, blessée vraisemblablement par un choc. Mais fort heureusement, cet oiseau venant d'Allemagne va être soigné. Louki Corian. Ce matin, le maire de Civray-sur-Ève, dans l'Indre-et-Loire, a fait une bien étrange découverte. Jugez vous-même. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bel et bien d'une cigogne blanche. L'animal a été retrouvé blessé après qu'il a, selon toute vraisemblance, percuté une ligne moyenne tension. Elle a le foie de l'aile qui est un petit peu blessé. Il y a un petit peu de sang là ici. Et donc on va la diriger vers le centre de soins de l'association Sauve qui Plume à Chanceau sur Choisy, où elle va être suivie par un vétérinaire, remise sur pied puis relâchée après. La migration de ces oiseaux a commencé en juillet, une migration qui a battu son plein au mois d'août dernier. Et ce n'est d'ailleurs pas la première cigogne à s'échouer en Indre-et-Loire. Alors là, cette année, ça va être la troisième, mais malheureusement, les deux autres ont eu des petits soucis puisqu'elles sont mortes. Oui, mais rassurez-vous, dans le cas présent, la vie de l'animal ne semble pas menacée. C'est un oiseau qui va être sauvé sans souci, quoi. Là, il est handicapé parce qu'elle a l'aile droite qui fonctionne pas, donc elle ne peut pas voler, quoi. C'est tout. Reste donc maintenant à la remettre sur pattes, et une fois soignée, cette cigogne blanche, une espèce protégée, volera à nouveau de ses propres ailes. Elle pourra ainsi terminer sa migration avant de rejoindre son pays d'origine, l'Allemagne. Allez, cette fois-ci. Et on lui souhaite un bon rétablissement, bien sûr. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Arnaud Montebourg est notre invité. À tout de suite.